Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on va vous proposer forcément le test du fameux HTC One X qui a été annoncé lors du MWC 2012 à Barcelone en février dernier et donc qui marque le grand retour de HTC sur le devant de la scène puisque c'est le nouveau haut de gamme et donc le premier smartphone quad-core, il me semble, le premier oui, avec donc un processeur Tegra 3 de chez Nvidia, le tout cadencé à 1,5 GHz. Au niveau des caractéristiques techniques à côté, on sait que le HTC One X vous propose aussi un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1280 par 720, un APN rétroéclairé de 8 mégapixels avec un processeur image dédié et aussi un objectif grand angle de 28 mm avec une ouverture de f2, ce qui est quand même très bien. Évidemment, vous retrouvez l'enregistrement vidéo en 1080p et tout ça. La caméra visio en face de 1,3 mégapixels. La certification Beats Audio, donc pour avoir un meilleur son essentiellement avec les casques Beats, 32 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM et enfin une batterie de 1800 mAh, ce qui devrait vous assurer quelque chose comme, j'avais compris, une journée tranquillement. Voilà, à côté on trouve aussi Wi-Fi, le Bluetooth 4.0, la compatibilité DNLA pour tout ce qui est streaming et tout ça, le NFC. Et le tout ça dans un boîtier donc de 8,9 mm d'épaisseur avec un poids de 130 grammes. Voilà. Au niveau design, le design est assez réussi puisque c'est un design qui vous propose en fait une ligne incurvée. Donc contrairement à un Galaxy Nexus, l'écran n'est pas incurvé, c'est juste le design ici qui est incurvé. L'écran lui et quant à lui reste plat. Sur le côté on trouve donc le port micro USB pour la recharge et la synchro, 3 boutons physiques. Donc contrairement à un Galaxy Nexus qui est quand même qui gère tout sur son écran, ici en fait la fameuse barre, je vais vous montrer ici. Tout simplement, la barre ici de menu, elle est déportée sur ces boutons avec des touches sensitives et c'est pas plus mal personnellement. On retrouve ici le haut-parleur avec la LED de notification qui est intégrée ici. Alors on ne voit pas là parce qu'on ne charge pas, mais normalement elle est juste là, quelque part entre le 4e et le 5e trou. Donc l'APN, donc visio de 1,3 mégapixels et voilà. Au niveau du dos, c'est un dos soft touch, donc la matière qui est utilisée est vraiment très agréable et là-dessus on n'a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est éventuellement peut-être à l'usure l'apparition de traces. Donc on le voit ici, donc ça fait quand même 2 semaines qu'on le teste. On voit, alors, je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais on voit quelques petites traces. Alors je ne sais pas si ça se nettoie, j'ai essayé, bon, pour l'instant on garde les traces justement de l'usure. On continue avec la petite description, donc on trouve ici le logo HTC, un deuxième haut-parleur, ici des connectiques sans doute pour l'utilisation avec un dock qui devra être vendu en option, le flash avec l'APN, la prise jack 3,5 avec un autre micro, un second micro pour l'annulation des bruits, le bouton de mise en veille, mise sous tension et ici le port micro SIM. Donc comme vous avez dû remarquer maintenant, les derniers appareils utilisent tous un port micro SIM. Donc si vous n'en avez pas, il va falloir aller voir votre opérateur pour qu'il vous en fournisse une. Donc d'un côté c'est pas mal, de l'autre il y a pas un petit bémol si vous voyagez beaucoup, tout simplement parce qu'en général à l'étranger, quand vous allez prendre tout ce qui est plan, tout ce qui est MobiCart en Espagne et tout ça, on nous donne que des cartes SIM normales et pas des micro SIM. Donc je pense qu'il y aura une petite période de transition avant que tout ça passe au micro SIM. On retrouve enfin ici les boutons de volume. Par contre, contrairement à Xperia S, pas de prise, pas de touche, pas de déclencheur pour la photo, donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'ils auraient pu le mettre et c'est tellement plus pratique. Voilà, au niveau du packaging, c'est un packaging des plus basiques, je vais pas insister dessus puisqu'en fait il est assez classique. On retrouve des écouteurs, le chargeur USB et un câble du micro USB synchro pardon. Au niveau des écouteurs, ce sont juste des écouteurs tout simples et pour tout ce qui est Beats, il va falloir investir à côté puisque contrairement aux sensations XL par exemple ou XE avant, le casque n'est pas livré avec. Donc c'est un peu dommage. Petit aparté aussi concernant la prise micro USB puisque c'est une prise MHL. Donc c'est par cette prise micro USB que on va pouvoir utiliser la sortie via un adaptateur, la sortie TV HDMI. Voilà. Avant de continuer, donc je vous montre juste un petit tour de propriétaire
hop, sur les deux concurrents actuels. Donc le Xperia S que vous connaissez déjà avec son écran de 4,3 pouces avec une résolution de 720 aussi, et le fameux Galaxy Nexus avec un écran de 4,65 pouces et aussi une résolution de 1280 par 720. Donc l'avantage de ces écrans, bien évidemment, ils sont au format 720p, ce qui veut dire que pour les films, pour tout ce qui est vidéo et tout ça, il n'y a rien à dire, ça va être parfait puisque c'est le format 16:9, il n'y aura pas de bande, etc. Et là-dessus, c'est pas mal. Et deuxième avantage, du coup, c'est on le voit exploité sur le HTC One X, c'est au niveau du clavier. Donc il suffit que je pense un navigateur ici, hop, et vous pouvez voir que non seulement le clavier est plus haut, tout simplement parce qu'il peut intégrer des touches. Donc c'est quand même assez pratique pour pouvoir naviguer quand on fait une erreur, revenir, etc. Donc au lieu de pointer sur, comme sur les autres smartphones, pointer là où il y a l'erreur, maintenant on va pouvoir faire bouger le curseur et c'est plutôt appréciable cette optimisation de ce clavier. On continue maintenant sur l'écran. Alors il faut savoir que c'est un écran donc, de 4,7 pouces avec cette fameuse résolution 720p et surtout c'est un écran avec une dalle Super LCD2. Donc contrairement à un Galaxy Nexus qui vous propose du Super AMOLED ou du simple LCD sur un Xperia S, celui-là a le mérite d'être beaucoup plus contrasté par rapport à un LCD. Donc ça n'atteint pas encore le niveau du Super AMOLED en termes de contraste. Par contre, c'est bien plus précis et très honnêtement, l'écran de ce HTC One X est sans doute un des meilleurs, si ce n'est le meilleur écran que j'ai pu voir actuellement sur un smartphone. Donc c'est très très fin, les couleurs sont respectées, pour l'avoir utilisé avec mes photos que j'utilise souvent pour mes tests, très honnêtement, ce que je vois affiché sur ce HTC One X, c'est vraiment ce qui est le plus fidèle par rapport à ce que j'ai vu dans mes photos. Donc là-dessus, on ne peut vraiment pas se tromper. Si vous cherchez vraiment l'écran qui déchire, là-dessus, je ne peux que vous conseiller ce HTC One X. Au niveau du son, le son via les haut-parleurs sont assez classiques. Donc c'est mieux quand même que certains smartphones, mais bon, ça reste dans la moyenne des hauts de gamme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pousser le volume trop fort, puisqu'après ça commence à saturer. Par contre, une des choses que j'ai bien apprécié, je ne l'ai pas là, là-dessus, ça concerne l'utilisation des casques Beats. Alors très honnêtement, je fais partie de ceux qui étaient un peu, qui y croyaient pas trop. Eh bien, une des choses que j'ai bien apprécié, c'est que ce casque-là, les iBeats, je les ai utilisés donc sur mon iPhone, sur un Samsung Galaxy Nexus ou sur mon Galaxy Note. Eh bien, je peux vous dire que j'ai pas du tout apprécié le son qui en sortait, tout simplement parce qu'il y avait trop de basses. Le son était comment dire, un peu pas assourdissant, mais j'avais l'impression qu'il était enrobé de quelque chose et c'était vraiment insupportable. Eh bien, une fois que je l'ai mis sur ce smartphone avec l'utilisation donc du processeur Beats Audio à l'intérieur, du coup ces iBeats étaient beaucoup mieux, plus potable, où il y avait moins de problèmes, j'avais moins l'impression d'avoir une sorte de son assourdissant, etc. Donc là-dessus, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Bon, je suis pas fan du design, je suis toujours pas fan du son, je préfère encore utiliser mon propre casque. Mais du coup, pour ceux qui ont ce casque ou d'autres Beats, peut-être que le son sera plus optimisé avec ce smartphone qu'avec un Galaxy Nexus ou encore un Sony Xperia S. Voilà, au niveau du son, donc pour revenir au niveau du son, on voit quand même que le Beats est activé automatiquement. Voilà, et surtout quand on veut aller dans les effets audio, on a l'optimisation Beats et on a les autres présélections pour les equalizers. Donc par contre, on n'a pas d'équalizer comme à la grande époque, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir régler nous-mêmes les choses. Donc ce sont juste des présélections, des pré-réglages, qu'il faudra choisir. On finit donc juste vite fait sur cet écran 720p, simplement. Alors je sais pas si on le verra, malheureusement, je crois que vous le verrez mieux sur les photos, mais il est très très fin. Ça, en termes de finesse de pixels, c'est super agréable. Et là-dessus, j'ai pas grand chose à dire. Je vais vous montrer quelques photos, même prises là avec le HTC One X. Et là-dessus, c'est vrai que en termes de finesse, etc. En termes de beauté d'écran, c'est vraiment très très bien. On reviendra tout à l'heure sur la PN et puis voilà. On enchaîne maintenant avec l'OS en lui-même. Donc comme vous le savez,
il tourne sous Android 4.03 et là-dessus, du coup, c'est quand même mieux parce que on a pu voir avec le très récent Sony Xperia S qui était très bien dans tous les sens du terme. Malheureusement, il tourne encore sur 2.3 et le passage à 4.03 est juste fabuleux. En plus de ça, HTC, vous connaissez HTC pour sa surcouche graphique qui est Sense. Et bien là, on passe à la version 4.0. Alors, très honnêtement, il n'y a pas de gros changements entre Sense 3.0 et Sense 4.0. On retrouve tous les widgets qu'on connaissait, mais l'intégration avec Android 4.0 est quand même assez appréciable. Donc, on ne serait-ce que par exemple au niveau de la gestion des répertoires. Donc là, c'est des dossiers sur l'écran d'accueil. C'est vraiment la gestion de dossiers comme sur Android 4. Sur Android de base. Et après, on retrouve bien évidemment les effets 3D qu'on avait déjà avec Sense 3.0. On remarquera par rapport à un Galaxy Nexus qui a sa barre de recherche tout le temps affichée, ici Sense 4.0 a décidé d'en faire abstraction. Donc évidemment on peut le faire revenir en sacrifiant une ligne d'icône, mais après bon, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement ça m'est égal. Maintenant, je sais que pour d'autres personnes, ils aiment bien finalement avoir leur barre Google à portée de main. À côté, on peut configurer toujours le nombre d'écrans d'accueil qu'on veut. Au niveau de l'application de l'affichage des applications, on trouve la liste des applications. Alors contrairement à un Galaxy Nexus de base avec Android de base, donc là vous avez aussi les applications, sauf que vous avez une option widget qu'on ne trouve pas ici et qui va falloir passer par l'écran d'accueil. Donc il suffit d'appuyer longtemps là-dessus et là on a tous les widgets qui apparaissent et dans ce cas on a juste à faire du drag and drop et on a nos widgets. Je peux vous montrer aussi comment tourne Shadowgun. Donc Shadowgun qui est un des premiers jeux optimisés pour Tegra 3 et donc effectivement il y a eu la polémique il y a eu la polémique avec Apple qui a dit que son nouvel iPad était 4 fois plus puissant. Bon, alors très honnêtement, maintenant pour avoir joué à ce jeu sur les deux, je dirais que je préfère même la version Tegra 3, tout simplement. Effectivement, peut-être qu'elle sera moins rapide, peut-être moins fluide, mais bon, j'ai pas vu de différence. Mais une des choses qui est appréciable sur cette version Tegra 3, ce sont tous les effets qu'on voit. On l'avait déjà vu avec une version bêta lors du test de l'Asus iPad Transformer Prime, donc avec les effets au niveau de l'eau et tout. Là on retrouve des effets qu'on n'avait pas du tout dans la version de base Tegra 2 de Shadowgun et non plus dans la version iOS. Donc à savoir par exemple, alors attendez, j'attends juste que l'intro passe. Donc vous voyez par exemple les drapeaux, tous ces drapeaux là au départ ils n'y étaient pas, on les retrouve maintenant ici avec les effets et tout, donc c'est pas mal du tout. Même chose pour la fumée, elle est un peu elle est mieux définie et d'autres petites choses comme ça. Donc j'ai pas de noté, sinon voilà, vous voyez par vous-même, au niveau ralentissement il n'y en a pas. Donc c'est ultra fluide, ça saccade pas du tout. Alors maintenant effectivement on va dire que peut-être que le processeur A5X du nouvel iPad est 4 fois plus puissant, mais bon c'est comme tout, c'est une voiture qui va à 180 km/h, on verra pas la différence avec une voiture qui va à 170 km/h. Voilà pour la petite comparaison métaphorique à la DAS du journal du Mac. Sinon, maintenant on continue au niveau des performances. Alors on a fait quand même nos petits tests de performance. Sur Quadrant par exemple, le HTC One X atteint quand même un score de 4900 environ, ce qui est de 3900 pardon, ce qui est assez impressionnant puisque il me semble que le Galaxy S2 ne faisait que 3100 et des poussières. Donc d'ailleurs je crois que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est même 4950 et non 3950. Donc vous le verrez avec les screenshots sur le test, on a les chiffres exacts et c'est assez impressionnant. De même pour le test SunSpider, puisqu'on a un temps en millisecondes de 1697 millisecondes, ce qui est relativement rapide puisque même le Galaxy Note qui était une référence jusqu'à maintenant tournait à 1900. Alors sachant que plus c'est petit, mieux c'est. Petit aparté par contre concernant les navigateurs, puisqu'on, comme vous pouvez le voir ici, on utilise la version bêta de Chrome. Et bien le moteur JavaScript de Chrome est moins performant que
que le moteur du navigateur internet de base. Pour ce même test de SunSpider, avec Chrome Beta, on a eu un score de 2147, donc c'est quand même 500 millisecondes de plus par rapport au navigateur de base. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur HTC Sense, sur les performances, etc. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je pense qu'on oubliera forcément certaines choses. Petite chose là, on a quand même les applications les plus fréquentes qu'on utilise et les applications qu'on a téléchargées sur le Play Store. On passe maintenant au niveau de l'APN. Donc l'APN, pour rappel, c'est un APN de 8 mégapixels avec un capteur rétroéclairé. Pour ceux qui n'auraient pas... qui ne savent pas ce que c'est qu'un capteur rétroéclairé, c'est un capteur où on a inversé la grille de pixels et la grille et le capteur. Donc en gros, jusqu'à maintenant, quand on captait une photo, on laissait la lumière passer, on traversait la grille de pixels et après on tapait dans le capteur. Donc du coup, ça nous faisait déjà perdre un peu de lumière. Là, on inverse, on a le capteur qui est au-dessus. Ça a une sorte de... On prend toute la luminosité d'abord, on plaque la grille, donc les pixels passent après par la grille, et donc on se retrouve avec des performances qui sont supérieures en termes de basse luminosité. Donc couplé en plus maintenant un objectif qui ouvre à f2, ça nous donne des choses qui sont assez impressionnantes. Alors avant de voir les résultats, je vous montre juste l'application photo qui est un peu différente par rapport à celle du Galaxy Nexus, puisque du coup on a une petite surcouche HTC. Donc on retrouve ici la barre pour zoomer, les options, tout simplement, auto, HDR, panorama, puisqu'on a le mode panorama en balayage, les portraits, etc. Donc ça, c'est les modes scène qu'on connaît. On a les options ici pour l'appareil photo, le retardateur, etc. Bon, ça, c'est assez classique. Mais la petite nouveauté, en plus du flash ici, c'est cette petite bulle qui permet en fait d'appliquer des effets. Donc on le voit, on l'a vu en fait sur le Galaxy Nexus dans l'éditeur de galerie d'images. Ici on l'a directement avant avec les effets, donc là par exemple effet de distorsion, vignettage, etc. Donc tout ça est réglable en termes de taille, etc. Donc c'est des petites options et tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est la grande mode actuellement avec ces filtres artistiques. Là on l'a en temps réel. Vous verrez et vous noterez quand même que tout ça est fait en temps réel. Et c'est pas de la post-prod ou quoi que ce soit. Donc le HTC One X est quand même ultra puissant là-dessus pour pouvoir afficher ça en temps réel et c'est assez impressionnant. Voilà, donc pour revenir juste vite fait au truc, donc actuellement à l'heure du test, Instagram n'est toujours pas compatible, donc c'est-à-dire qu'on peut voir ce qu'on a dans notre réseau social de photos, etc., mais vous ne pourrez pas prendre de photos avec le HTC One X. Bon, on attend, la mise à jour devrait arriver rapidement. Du coup, ça me fait penser à une petite chose dont je ne vous ai pas parlé, qui concerne la galerie. La galerie, elle est un peu différente par rapport à la version de base sur le Galaxy Nexus, dans la mesure où tout simplement une des choses qu'on a vraiment apprécié quand on a eu le Galaxy Nexus pour la première fois, c'était le fait que les photos qui sont sur Google Plus ou sur Picasa, du coup forcément, puisque les deux sont liés, étaient classées étaient classées directement dans un répertoire Google Plus Photo Compost. Là, malheureusement, HTC a pris le parti de garder un peu ce qu'on avait avec Android 2.3, c'est-à-dire que chaque photo qu'on poste, c'est classé par jour. Donc du coup, si on poste une photo tous les jours, comme je le fais ici, on se retrouve avec un paquet de répertoires, ce qui est quand même un peu imbitable, je vous l'avoue. Voilà, mais mis à part ça, l'album est assez classique et marche plutôt pas mal, et puis voilà. En termes de vidéo, tiens, puisqu'on y est, puisqu'on est dans la galerie, en termes de vidéo, donc c'est compatible avec les formats d'Android, et HTC quand même a rajouté quelques supports supplémentaires comme les AVI, les DivX, etc. avec le support des sous-titres. Donc c'est pas compatible avec tous les formats, mais on a pu tester par exemple là, sur un épisode sauvegardé sur le net de How I Met Your Mother, ça passe nickel chrome là-dessus. Voilà. Avec donc du sous-titrage, etc. Bon, forcément, ça ne s'affiche pas. On notera dans le lecteur de base donc les petites options pour les sous-titres. Sinon, on notera que dans le lecteur de base, on nous permet de prendre des captures directement. Donc ça, c'est quand même appréciable, c'est tout bête, mais si on a envie de prendre une capture pour la tweeter ou la mettre sur Facebook, on peut le faire avec le petit bouton de photo qui apparaît.
On a aussi installé MX Video Pro parce que forcément le HTC One X ne lit pas de base tout ce qui est MKV. Ben, sur le One X, sur le... où est-ce qu'il est déjà? Il est là. Voilà, sur MX Video Pro, on a mis quelques vidéos, donc c'était la Son of Anarchy qui était du MKV, et bien ça tourne sans problème. On a mis, bon, je l'ai supprimé malheureusement, mais on a aussi testé avec une vidéo en 1080p avec décodage software, bah, ça n'a pas saccadé du tout, contrairement justement à l'Xperia S qui commençait à montrer des signes de faiblesse à partir de 1080 sur des formats où il y a un décodage logiciel. Bah là, sur le HTC One X, on a eu zéro souci. Pour finir sur HTC Sense et puis Android 4.0, on notera quand même que, bon, on ne l'a pas vu dans cette vidéo, mais ça saccade un peu de temps en temps, tout simplement parce que HTC n'a pas dû encore totalement optimiser son OS, et c'est bien dommage. Voilà, dernière petite chose avant de conclure, ça concerne, je reviens vite fait sur l'APN, puisque tout à l'heure je vous ai montré les fonctions de l'APN, je ne vous ai pas montré les photos qu'on pouvait avoir. Et voici donc quelques exemples de photos. Donc là avec un effet de vignettage, etc. de je ne sais plus lequel, cross-process ou je ne sais pas quoi. Et je peux vous dire que c'est un des meilleurs APN actuellement sur le marché, tout simplement parce que j'ai quand même des niveaux de détail qui sont assez hallucinants, alors que jusqu'à un moment chez HTC je n'avais jamais eu ça, surtout avec leur capteur de 3 à 5 mégapixels. Là vous voyez sur mon petit bonhomme d'Amazon, on voit même la poussière sur le côté. Donc c'est assez impressionnant. Là on a appliqué un petit effet de focus, c'est un petit effet qui est assez sympa. Là sur cette photo là, avec le soleil de face, vous pouvez voir quand même toute la dynamique qu'il y a en termes de colorimétrie, ce qui permet quand même, vous voyez, de déceler vraiment les nuages, et c'est vraiment super agréable quoi. Voilà, même chose là pour une photo sans flash en intérieur. Ben, le capteur s'en sort plutôt pas mal, et avec un objectif qui est au f2, on voit quand même les détails au niveau des soudures, etc. Donc là-dessus, bingo pour HTC, puisque c'est pour nous, pour moi même, un des meilleurs APN sur le marché, avec l'iPhone 4S, le Sony Xperia, et pour les fans de Nokia, éventuellement le N8 que je cite, mais qui pour moi devient de plus en plus hors course maintenant. Donc au niveau de l'APN, petite chose encore que j'ai pas dit, que je vais vous dire, c'est que les photos ont tendance à être un tout petit peu trop saturées, donc c'est pas aussi flagrant que sur un Xperia. Pour le grand public, inutile de vous dire que le grand public aime quand les photos sont saturées. Après, pour le plus photographe, pour ceux qui cherchent quelque chose qui sont un tout petit peu plus exigeants, ben, du coup ça va être un poil saturé. Au niveau de l'autonomie, alors très honnêtement, dans mon utilisation normale, Twitter, Facebook, Internet, tout le tralala, avec de la musique, je tiens environ une journée. Si je pousse un peu plus, je tiens pas du tout la journée, mais c'est pas aussi catastrophique que ce que j'avais eu avec du Motorola par exemple. Donc si on économise bien la batterie, je pense qu'on peut tirer jusqu'à 2 jours, mais bon, pour l'instant, dans mon cas, sur les 2 dernières semaines, c'était uniquement 24 heures d'autonomie. En gros, je partais le matin vers 8 heures, ça tournait jusqu'à 10-11 heures du soir, et puis on devait recharger la batterie. Puis voilà, donc ça c'est dans mon utilisation perso, sachant que beaucoup de prises de photos. Je lisais pas beaucoup de vidéos, par contre j'écoutais de la musique, je surfais sur internet, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, donc en conclusion, moi ce que je peux vous dire, c'est que à l'époque du Galaxy Nexus, c'était devenu pour le smartphone Android à avoir, même si j'ai une affection particulière pour le Samsung Galaxy Note, c'était quand même le smartphone avec une taille d'écran qui, mine de rien, 4,6 pouces, 4,6 ou 4,7 pouces, c'est grand, mais ça tient encore dans une main, on peut encore taper avec un seul pouce, alors que j'ai pas des grandes mains, et donc moi ça me choque pas. Alors il y a des gens qui vont dire 4,6 pouces c'est grand, pour moi ça passe très très bien, et du coup la HTC One X est devenu pour moi le smartphone Android à avoir actuellement, tout simplement parce qu'on a quand même les avantages du Galaxy Nexus, à savoir Android 4.0, tout le tralala. On a un écran qui est meilleur. Et on a aussi, pour le son, je ne vais pas dire qu'il est meilleur, mais on a aussi surtout un APN qui est complètement à des années-lumière du pauvre petit capteur 5 mégapixels du Galaxy Nexus. Donc là-dessus,
Il n'y a pas trop de défauts, à part éventuellement les lags qu'on trouve sur le HTC One X avec le Sense 4.0. Mais en dehors de ça, pour moi, c'est vraiment le smartphone à avoir actuellement. Donc, si vous hésitiez encore, bah, il n'y a plus à hésiter. Bonne APN, Android 4.0, écran magnifique, beau design et puis assez léger. Donc, go. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce HTC One X, donc j'espère que le test vous a plu, et puis merci encore beaucoup pour votre attention, et à très bientôt sur le Journal du Geek.